Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, le professeur Gueda Jacques Ouedraogo, enseignant à l'université Ouagadougou. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Professeur, c'est la toute première émission de 2020. Tous nos vœux de santé et de réussite pour donc cette nouvelle année à vous, mais aussi à tous nos téléspectateurs. Merci. Professeur, vous êtes titulaire d'un doctorat de troisième cycle spécialité monnaie, finance, banque, obtenu en 1985, d'un diplôme d'études approfondies d'EA en monnaie, finance, banque également obtenu, cette fois en 1981 à l'université de Paris 2, c'est en France. Une maîtrise S-sciences économiques obtenue en 1980 à l'université de France Comté-Besançon. C'est toujours bien sûr dans l'Hexagone. Quand vous aviez commencé donc ces études d'économie, est-ce que vous aviez des ambitions particulières en embrassant cette filière? Non, je n'avais pas d'ambition particulière. Ce que j'avais comme ambition, c'était vraiment de devenir économiste. Mes enseignants au lycée Zenda déjà m'avaient fait aimer l'économie et pensaient, du moins certains d'entre eux, que je pouvais faire carrière dans l'économie. Et puis en France, j'ai rencontré aussi des professeurs vraiment extraordinaires. Je l'ai dit même pour certains d'entre eux que c'était des génies. Quand ils vous donnent un cours, vous-même, vous tombez d'admiration. Donc ils ont renforcé cette envie d'apprendre l'économie. Et quand ils sentent qu'il y a une vocation, le plus souvent, ils accompagnent. C'est comme ça qu'un de mes enseignants m'a pris après la maîtrise en sciences économiques à l'université de Besançon. Et puis m'a mené à Paris 2, où il enseignait aussi. Pour le troisième cycle. Mais professeur, le jeune burkinabé voltaïque de Yako, qui vient au lycée Zenda et qui se retrouve à Paris. Expliquez-nous un peu quelles étaient les conditions d'études. Certains parlent à une certaine époque d'un peu de racisme qui se manifestait sur les campus par rapport donc à ces jeunes venus d'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Pour être franc, je dois vous avouer que moi je n'ai pas rencontré de cas comme ça de racisme. Au contraire, j'ai eu beaucoup d'amis français et j'ai été accueilli dans de nombreuses familles françaises. Et dans la vie de tous les jours, on rencontre des gens parfois difficiles. Il y a certains qui ne connaissent pas les Africains, qui ne connaissent pas l'Afrique. Bon, ils ont pris l'Afrique comme ça à travers la presse et ainsi de suite là. Donc il y a parfois des complexes de supériorité. Ça, on en a rencontré, mais le racisme systématique, je n'ai pas vu un seul de mes professeurs qui ait manifesté un racisme à l'endroit de qui que ce soit. Au contraire, ils le traitaient comme les autres étudiants français. Donc je n'ai pas vécu ça. J'ai l'impression que ce dont on parle, qui est vrai, c'est un phénomène qui se développe peut-être plus maintenant que avant. Voilà. Alors professeur, ce qu'il faut dire, c'est que après donc ce brillant cursus, vous entrez dans la vie professionnelle, vous enseignez notamment à l'École nationale de régie financière, l'ENAREF, entre autres, de 89 à 94, l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Enseignant à l'université de Ouagadougou, je l'ai déjà dit, maître assistant à l'unité de formation et de recherche en sciences et gestion UFR-SEG, mais également chercheur au CEDRES. On va évoquer les conditions d'enseignement à l'université de Ouagadougou. Particulièrement, vous êtes enseignant dans un département, en tout cas, qui a vu ses effectifs exploser dans les années 2000. Aujourd'hui, comment vous arrivez à gérer la situation avec des effectifs aussi pléthoriques? D'accord. Avant d'arriver à ça, je voulais préciser que j'ai eu effectivement une expérience de 2 ans avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne et l'école inter-état de l'équipement rural de Ouagadougou. Mais les enseignements se faisaient à Ouagadougou, c'était pas en Suisse. Okay. Voilà, c'est ça. Pour cela étant, bon, les enseignants ne sont pas vraiment impliqués en tant que tels dans la gestion des gros effectifs.
même s'ils rencontrent des difficultés, puisqu'il faut gérer des salles vraiment très très combles et pour pouvoir parfois s'imposer, c'est très difficile. Ensuite, bien sûr, il faut corriger beaucoup de copies et c'est très très difficile. Ça, je ne peux pas discuter de ça, mais la gestion des effectifs en tant que tel, l'enseignant n'est pas impliqué. Chercher des salles, par exemple, trouver des salles, programmer, etc. L'enseignant n'est pas impliqué. Mais maintenant, dispenser les cours dans une salle de 1000 personnes, etc., pouvoir maîtriser les effectifs. Mais c'est ça le problème, parce que vous, professeurs, si vous êtes dans une salle avec 50 étudiants, il est clair que vous serez peut-être plus à l'aise que dans une salle avec 2000 étudiants. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un souci? Est-ce que vous pouvez véritablement être comptable du résultat au bout, quand vous avez 2000 étudiants, et qu'au bout de 4 ans, peut-être, vous n'avez même pas retenu un seul visage, parce qu'ils sont si nombreux? Voilà, c'est la question de la relation personnelle entre l'enseignant et l'étudiant. Et peut-être la question de l'encadrement, de proximité que l'enseignant peut développer, n'est-ce pas, avec ses étudiants. Mais cela étant, je pense que l'apprentissage est fonction aussi de la contribution de l'étudiant. L'enseignant peut ne pas connaître l'étudiant. L'enseignant peut être face à un effectif qu'il ne contrôle pas. Mais si dans cet effectif-là, il y a des étudiants qui veulent apprendre, eh bien, ils peuvent apprendre. Je vous parlais du cas de l'Université de Paris 2. À l'Université de Paris 2, à l'époque, il y a un amphi qu'on appelait le Grand Amphi. Je crois que le Grand Amphi pouvait accueillir jusqu'à 4000 étudiants. Et il n'y avait parfois pas suffisamment de place, au point qu'on mettait dans le hall de l'amphi et bien des haut-parleurs. Donc il y a des étudiants qui étaient sous les haut-parleurs et qui prenaient des notes, mais qui réussissaient. Voilà. Donc la réussite, ça dépend bien sûr de l'apport de l'enseignant, parce qu'il aide les étudiants peut-être à comprendre, son message est clair, il a les capacités de le faire, les étudiants comprennent. Mais ça dépend aussi de la contribution de l'étudiant. Donc l'étudiant peut ne pas voir l'enseignant. Mais professeur, d'une manière générale, ici ce que je pouvais relever, c'est qu'ailleurs, on estime que plus on a d'étudiants, ou en tout cas plus on a de jeunes qui font les études supérieures, plus en tout cas on réunit les conditions nécessaires pour le développement d'un pays. Mais ici on a l'impression dans nos pays que plus on a d'étudiants, plus on a des problèmes. Parce qu'on a l'impression qu'on est toujours dépassé, on est toujours surpris par les effectifs, à telle enseigne que bon, il n'y a pas de place pour les étudiants. Bon, c'est véritablement un nœud gordien. Oui, mais pourquoi il en est ainsi? Est-ce qu'on ne manque pas de vision peut-être? Non, nous ne manquons pas de vision. Je ne veux pas disculper qui que ce soit, mais nous ne manquons pas de vision. Ce dont nous manquons, c'est les capacités techniques de produire ce dont nous avons besoin. Je vais, pour illustrer ça, vous demander de regarder là où nous sommes là. Qu'est-ce que nous fabriquons au Burkina? Ici, dans ce studio, qu'est-ce que nous fabriquons au Burkina? Nous-mêmes, tels que nous sommes comme ça là, qu'est-ce que nous fabriquons au Burkina? Ça fait que on est obligé chaque fois d'acheter à l'extérieur. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. En France, par exemple, si on a besoin de ciment, eh bien, on fabrique le ciment en France. Vous allez me dire qu'il y a des cimenteries ici, mais est-ce que nous produisons par exemple le ciment? Nous faisons simplement que de broyer, mais nous ne pouvons même pas produire le clinker pour broyer. Donc du coup, naturellement, nous sommes obligés d'acheter chaque fois tout à l'extérieur. Je dis tout à l'extérieur. Regardez, sur votre table à manger, qu'est-ce que vous produisez au Burkina? Peut-être c'est la viande. Peut-être c'est la viande et quelques légumes. Même le riz, vous ne le produisez pas au Burkina, donc vous êtes obligé de tout acheter. Du coup, les mécanismes financiers, les mécanismes de financement que les autres mettent en œuvre pour produire les biens et services dont ils ont besoin, eh bien ça,
Nous ne pouvons pas le faire au Burkina. Il faut que nous ayons la monnaie d'ailleurs. Ceux qui produisent, c'est bien les caméras et autres. C'est ça le fond du problème. On va y venir, mais ce que je vais dire, professeur, actuellement, quand on regarde, on avance chaque fois des chiffres, en tout cas, qui sont très bons au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Mais l'impression qu'on a eue, c'est que pendant longtemps, c'était la scolarisation des filles, mais on avait perdu de vue que tout ce beau monde-là, un jour, allait avoir le bac et puis se retrouver au campus. C'est ce que je vais dire, professeur. Mais je ne pense pas qu'on ait perdu de vue. On n'a pas perdu de vue. Mais naturellement, si on construit des infrastructures, etc., là, bon, on voit les gens venir. Mais ils arrivent au campus, il n'y a pas de salle. Mais ils arrivent au campus, il n'y a pas de salle parce qu'on ne peut pas construire les salles à l'avance. Ça, c'est un peu difficile puisqu'il y a les autres, comment j'allais dire, les autres besoins qu'il faut satisfaire en cours d'année. Le budget, quand même, c'est au cours d'une année. Vous ne prenez pas le budget de cette année pour construire, par exemple, dans 7 ans. Dans 7 ans. Il faut que vous prévoyez un mécanisme qui vous permette que dans 7 ans, si vous avez un besoin, vous puissiez le faire. Donc on ne peut pas accumuler de l'argent comme ça pour attendre dans 7 ans. Parce que celui qui commence à l'école primaire, là, année 1, c'est dans 6 ans qu'il arrive au lycée, et puis ensuite, dans 7 ans qu'il arrive à l'université. Donc on gère année par année, donc c'est difficile. Mais je dis que le problème de fond, c'est parce que on ne peut pas produire, on n'a pas la technique pour produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Si nous avions ces capacités-là, eh bien, on peut facilement emprunter. Par exemple, une mairie peut emprunter auprès d'une banque pour financer quelque chose. L'État peut emprunter auprès des gens, par exemple, pour financer quelque chose. Mais si nous empruntons, par exemple, auprès des Burkinabés, l'État burkinabé emprunte auprès des Burkinabés, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'on achète ailleurs. Nous empruntons du franc CFA. Eh bien, nous voulons acheter en France. La France dit qu'elle n'a pas besoin de franc CFA. Nous voulons acheter en Italie. L'Italie dit qu'elle n'a pas besoin. Non, il faut payer en dollars. Donc voilà. Donc le fond du problème là, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'anticipe pas, c'est parce qu'on est en retard sur le plan de la technologie et du savoir-faire. Ok. Mais la conséquence, professeur, aujourd'hui, c'est par exemple le chevauchement des années. Nous sommes en 2020. Des étudiants sont en train de boucler l'année 98, 2018-2019. C'est quand même pas les conditions optimales, professeur. Je ne suis pas dans la gestion administrative. Mais vous êtes témoin de ce qui se passe. Non, mais je ne suis pas vraiment impliqué dans la gestion administrative, n'est-ce pas? Ça, c'est un problème j'allais dire, tout le monde connaît l'origine du retard. L'origine du retard, ce n'est pas dû au problème d'anticipation, au problème d'insuffisance des infrastructures. J'ai eu d'autres causes, vous connaissez. Et moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a eu des grèves, il y a eu une invalidation, beaucoup de perturbations. Les grèves, je ne dis pas qu'elles n'étaient pas justifiées. Je dis, il y a eu des grèves des enseignants, il y a eu des grèves des étudiants, il y a des grèves qui se poursuivent, les étudiants, etc., etc. Et ça, on est en train de perdre du temps. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la vision qu'on n'avait pas anticipée. Voilà. Donc les causes du retard là se trouvent, me semble-t-il, ailleurs, et non pas dans... Aujourd'hui, l'objectif pour vous, enseignants, mais également les gestionnaires de l'université, c'est de résorber bien sûr ce chevauchement-là. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce que vous avez foi aujourd'hui qu'à l'université, peut-être dans quelques années, on va retrouver une année académique qui commence, en tout cas à bonne date? Bon, je crois savoir qu'ailleurs il y a eu les mêmes problèmes, notamment en Côte d'Ivoire, il y en a eu, au Niger, il y en a eu, etc. Et je crois savoir qu'ils sont en train ils sont arrivés à résoudre le problème. Je pense aussi qu'il n'y a pas de raison qu'au Burkina, un jour, on ne puisse pas trouver une solution à ça. Mais si les grèves, par exemple, continuent, il est évident que quand on grève, on perd du temps. L'adéquation de la formation avec le marché de l'emploi. Professeur, vous avez formé des centaines, pour ne pas dire des milliers d'étudiants donc, en économie. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est ce que les gens dénoncent aussi, c'est l'inadéquation de la formation avec le marché de l'emploi, est-ce que ce n'est pas ça également aujourd'hui le défi à relever?
Parce que quand vous formez des étudiants, ils sont si nombreux qu'on n'a pas forcément le temps de faire assez de pratiques et qu'on reste dans des théories. Est-ce que ça, c'est pas aussi un gros problème aujourd'hui qu'il faut solutionner? Moi, je ne crois pas, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina, et de manière générale, les autres pays de l'UEMOA, que le problème qui se pose, c'est un problème de formation, de l'adéquation de la formation à l'emploi. Parce que cela signifie que vous avez des domaines où il y a du travail et on n'a pas de gens formés pour ça. Quand je regarde au Burkina, je ne vois pas ce domaine-là. Je ne vois pas de domaine où il y a de l'emploi et il manque de gens qualifiés pour occuper ça. Non, mais ce que les chefs d'entreprise, par exemple, veulent, c'est des étudiants, aussitôt qu'ils finissent de l'université et qu'on les emploie, ils sont opérationnels. Ça veut dire que véritablement, déjà, sur les bancs, ils ont acquis des rudiments au-delà de la théorie du fonctionnement des choses au quotidien. Non, vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Je suis allé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, au Canada, et je me suis intéressé à ces questions-là. Eh bien, les entreprises recrutent et que quand elles viennent, elles voient si simplement l'étudiant a la formation de base. Et elles disent qu'elles recrutent et elles modèlent le travailleur recruté, n'est-ce pas, selon leurs besoins. Autrement dit, il y a un temps de formation de l'employé recruté là, au sein de l'entreprise pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible, n'est-ce pas, pour l'entreprise. Donc vous ne trouvez pas des gens comme ça qui sortent et qui peuvent exécuter toutes les tâches, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas ça. Même au Canada et aux États-Unis qui sont des pays développés, c'est comme ça. Voilà. Donc en un mot, ici au Burkina, il n'y a pas un problème d'adéquation de la formation. Je veux dire que cette notion n'est pas pertinente pour moi. Elle n'est pas pertinente pour moi. Ailleurs, on dit par exemple adéquation de la formation à l'emploi, comme en France. On dit par exemple qu'en France, on a besoin d'informaticiens et on n'en trouve pas suffisamment. Donc, ils sont en train de développer une politique pour faire venir ou bien former des informaticiens. Si vous dites qu'il y a un problème d'adéquation de la formation à l'emploi au Burkina Faso, ça veut dire qu'il y a des domaines où il y a de l'emploi et vous ne trouvez pas ces profils-là. L'université ne forme pas ces profils-là. Moi, je ne vois pas ces créneaux-là où il y a de l'emploi et nous ne formons pas des gens pour ça. Et donc le problème tel qu'il devrait être posé pour moi au Burkina, c'est de faire en sorte que la formation génère en quelque sorte des activités qui créent l'emploi. Faire en sorte que la formation génère des activités qui créent l'emploi. Pas des gens destinés à faire des concours pour entrer à la fonction publique, mais capables de s'auto-employer, c'est de cela que vous voulez parler? Notamment, mais que ce soit aussi, et qu'on ait suffisamment une masse critique de compétences pour que certaines unités de production, n'est-ce pas, s'installent. Je donne un exemple. Vous prenez, par exemple, le secteur du coton. Eh bien, si on forme suffisamment d'ingénieurs en textile, n'est-ce pas, peut-être ces gens, ils ne vont pas être nécessairement leur propre employeur, mais peut-être des industriels qui veulent, par exemple, ou qui ont de l'argent pour investir au Burkina Faso, eh bien, peuvent venir puiser dans cette masse critique-là. Et puis, bien sûr, faire fonctionner, tourner leur entreprise. Donc, il faut qu'on identifie les domaines où nous avons, j'allais dire, des avantages comparatifs et qu'on forme les gens en conséquence sur ces domaines-là. Moi, je citais le textile, mais je citerai aussi la peau. On peut citer aussi le domaine agroalimentaire, etc. Si vous avez une masse critique, si des gens ne viennent pas de l'extérieur, eh bien ce sont ces gens-là même peut-être qui vont se mettre ensemble et puis créer des entreprises. Donc je dis qu'il faut former des gens de manière que la formation génère des activités créatrices d'emploi. Et non pas dire de former, disons, faire une formation
et qui soit adéquate au marché de l'emploi. Avec le marché de l'emploi. Alors, professeur Ouedraogo, il y a également cette décision du gouvernement au dernier Conseil des ministres, près de 10 000 ordinateurs subventionnés donc, qui vont être mis à la disposition des étudiants. C'était un des engagements du président et c'était d'ailleurs également l'un des talons d'Achille de la formation aujourd'hui au niveau supérieur. Parce que depuis les années 2000, on dit que les ignorants de ce millénaire-là sont ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et quand on voit des étudiants qui traversent tout leur cursus à l'université sans véritablement maîtriser l'outil informatique, encore moins posséder un ordinateur, ça quand même c'est un problème. Comment vous accueillez cette annonce-là? C'est une très bonne chose. De toute façon, c'est un appui apporté à des jeunes. Et en tant qu'appui apporté à des jeunes, je trouve que c'est une très bonne chose. Cela étant, bon, si on veut être objectif, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans l'administration de l'université, je ne connais pas les effectifs. Voilà. Mais 10 000, bon, pour tout le Burkina, je pense que vraisemblablement on ne pourra pas... c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. J'ai vu ailleurs, notamment au Canada, dans certaines universités, ils font des salles d'informatique qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et l'accès est libre. Donc l'étudiant qui veut apprendre, par exemple, une fois qu'il a fait son cours, etc., il peut venir à des heures données où il y a moins de monde, n'est-ce pas, et puis il apprend. Et pour la petite anecdote, je vous dirais qu'un jour j'ai travaillé au Canada et j'ai travaillé dans la salle d'informatique jusqu'à 2h du matin. Et à 2h du matin, je me suis levé pour partir. Et j'ai vu à ce moment-là quelqu'un qui est arrivé à 2h du matin, qui a enlevé, c'était un hiver, hein, n'est-ce pas, qui a enlevé ses manteaux et qui a commencé, n'est-ce pas, à travailler. Oui. Donc si on a ce genre d'équipement... Donc vous pensez aujourd'hui que la solution pourrait être, au lieu de s'orienter vers des solutions individuelles et personnelles, de s'orienter vers ces grandes salles informatiques? Je pense que c'est la solution, me semble-t-il, la moins coûteuse et la plus pérenne. Mais je ne dis pas que ce qu'on vient de faire n'est pas bon. Mais il faut qu'on pense à accompagner ce genre de gestes-là par des réalisations d'infrastructures beaucoup plus permanentes, accessibles à tout le monde, à tout moment, etc. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'aura plus besoin de donner à chacun un ordinateur. Professeur, il faut dire également que vous n'avez pas été jusque-là qu'enseignant. 2013-2018, vous êtes membre du Conseil économique et social. Donc vous étiez d'ailleurs le 4e vice-président, président donc de la Commission de l'orientation économique, des finances et de la conjoncture. Parlons du CES, le Conseil économique et social. Aujourd'hui, certains réclament la dissolution pure et simple de cette institution. Au nom de la rationalisation, quel est votre avis, vous qui avez donc été pendant près de 5 ans donc, au cœur de cette institution-là? Je n'ai pas été près de 5 ans au cœur du problème de la rationalisation. Non, au cœur de l'institution CES. Je suis au cœur je suis au CES, mais ce n'est pas moi qui fais les arbitrages, les priorités, etc. C'est ceux qui ont fait les arbitrages, les priorités, qui voient que le CES, peut-être, n'est pas utile ou peut-être est moins utile que... Mais pour vous, est-ce que le CES est utile, vous qui avez été là-bas? Ce que je peux dire, et c'est objectif, contrairement à ce que les gens disent. Contrairement à ce que les gens disent, eh bien, le CES n'est pas une institution où les gens gagnent de l'argent. En tout cas, les membres du CES, moi je dis que ce n'est pas une institution où les gens gagnent de l'argent. Au cours d'une session, et je pense qu'il y a 2 sessions par année et puis une session de manière exceptionnelle ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas tellement l'organisation de ça. Au cours d'une session qui dure entre 22 et 28 jours, eh bien, les participants gagnent 15 000 francs par jour. 15 000 francs par jour. Quand vous savez qu'au CES, il y a des médecins spécialisés, il y a des professeurs agrégés, il y a des ingénieurs, il y a des gens des professions libérales. Vous prenez par exemple une consultation médicale spécialisée au Burkina, c'est 10 000 francs la consultation. Donc le médecin qui est là-bas dans la journée, il perd une journée de consultation. Et je pense que dans la journée, un médecin ne consulte pas
en tout cas impatient. Oui, s'il consulte par exemple 10, il en a 100 000. Au CES, il en a 15 000. Mais ici, ce qu'on reproche à l'institution, au-delà de ça, parce que ce que vous dites, c'est à titre individuel, il faut multiplier par le nombre de conseillers, mais au-delà de ça, c'est l'intérêt des résultats produits par le... Est-ce que véritablement, ce que le CES produit comme analyse sert à quelque chose? C'est ça aussi la question, professeur. Pour y avoir été pendant un certain temps, je pense que ce que le CES produit peut servir à quelque chose. Ça peut servir si on les exploite. J'ai l'impression qu'on n'exploite pas ce que le CES produit. Si aussi on exploitait, à mon avis, en tout cas, il y a eu des propositions pertinentes en économie et dans d'autres domaines que le CES a produit qui auraient pu être utilisés. Ça n'a pas été utilisé. Ce n'est pas au CES de venir forcer une institution, un ministère, etc., d'utiliser sa production. Donc, naturellement, tout ce que chacun produit, ça peut être amélioré. Mais je pense que on peut utiliser vraiment, on peut utiliser la production du CES. Faut-il supprimer le CES selon vous? Ça, c'est la décision du politique. Je ne veux pas dire vraiment, est-ce qu'il faut le supprimer, est-ce qu'il ne faut pas le supprimer. Je dis que ce qu'il fait là, si on regarde dedans, on peut puiser des choses intéressantes. Naturellement, ce n'est pas le CES seul qui peut produire ça. Le CES est composé de compétences burkinabées qui peuvent se retrouver ailleurs. Donc si le CES n'est pas là demain, ces mêmes compétences ne disparaissent pas. Donc on peut les utiliser. Donc je ne suis pas pour qu'on maintienne le CES. Je ne suis pas contre. Je suis vraiment pas du tout sur ça. Professeur Ouedraogo, 95-98, vous êtes chargé de mission au département de l'analyse et des études prospectives. C'était au premier ministère. Et de juin 2007 à avril 2010, vous êtes dans le gouvernement, ministre chargé de mission auprès du président du FASO, chargé de l'analyse et de la prospective. Voilà. À l'époque, certains avaient salué en tout cas la création de ce ministère, estimant que c'était en tout cas la preuve que les autorités politiques avaient pris conscience enfin qu'il fallait regarder vers l'avenir, il fallait anticiper. À ce poste, professeur, quelle était véritablement l'influence que vous aviez sur la marche des choses? Parce que je suppose que, en tant que ministre chargé de la prospective, tout ce qui se projetait, vous deviez être au cœur, vous deviez être donc au cœur. Est-ce que vous aviez véritablement cette influence-là, ou est-ce que c'était juste un ministère de plus? Ministère de plus, je ne saurais le dire parce que naturellement, je ne sais pas comment ce ministère est venu. Je ne sais pas moi qui ai décidé. Donc c'est ceux qui ont décidé qui voient l'utilité de ça. Est-ce qu'on avait de l'influence sur la marche des choses, comme vous le dites? Je n'allais pas l'approcher de cette manière. Il ne s'agit pas d'avoir une influence sur la marche des choses. Il s'agit de participer à la marche des choses. Et moi, je pense que nous avons effectivement participé à la marche des choses. Le premier ministre de l'époque, Tertus Zongo, qui voulait des résultats vraiment, je dois l'avouer. Lui aussi est un économiste. C'est un économiste et je pense qu'il a tiré aussi profit de l'expérience qu'il a dû avoir au gouvernement et de l'expérience aussi qu'il a pu avoir certainement aux États-Unis. En tout cas, on sentait qu'il voulait des résultats. Donc il avait organisé son gouvernement là. Bon, il y avait bien sûr le conseil des ministres, mais on avait aussi le conseil de cabinet qui regroupait autour de lui très souvent un nombre limité de ministres sur des questions précises. Et comme nous sommes à la prospective, il nous avait associés à tous les conseils de cabinet. Donc on était là à tous les conseils de cabinet systématiquement. Et lors du conseil de cabinet, chacun donne ses avis et puis on prend des décisions. Donc je pense que c'est ça. On participait à l'évolution des choses, mais on n'influençait pas l'évolution des choses. Il y avait la vision prospective, je crois, 2000...
2025. 2025, qui a été faite avant que le ministère de la prospective ne soit créé. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que vous avez le sentiment véritablement que ce qui avait été fait en termes de prospective à cette époque-là a été pris en compte? Parce que ce que certains redoutent, c'est que celui qui est chargé de la prospective fasse de la théorie et que les politiques derrière fassent de la réelle politique. Si vous estimez que par exemple cette route, c'est mieux peut-être d'anticiper pour construire et que les élections arrivent, on mise plutôt sur autre chose de beaucoup plus profitable électoralement. Est-ce que c'était pas ça également le dilemme dans lequel vous étiez? Nous avons fait officiellement 3 études prospectives. Nous avons fait une étude prospective sur le sida, nous avons fait une étude prospective sur le coton et nous avons fait une étude prospective sur l'énergie. Et je pense que l'étude prospective sur le sida a été entièrement utilisée par le ministère de la Santé comme référentiel dans la politique de lutte contre le sida. Donc ça montre déjà que ce n'est pas théorique comme ça. C'est-à-dire ce qu'on fait là, c'est utilisé. Ensuite, vous voyez actuellement, on met l'accent sur l'énergie solaire. Et ça s'est traduit notamment par la suppression des droits de douane sur les importations de panneaux solaires. Il faut savoir que ça, c'est le résultat, une des propositions de l'étude prospective sur l'énergie que nous avons conduite. Savoir qu'il faut s'orienter maintenant vers les énergies renouvelables, par exemple. Donc ça, c'est une application concrète des résultats de nos travaux. Et sur le coton, nous avons proposé pour se mettre à l'abri de la fluctuation des coûts des matières premières, notamment celui du coton, nous avons proposé, n'est-ce pas, qu'on mette l'accent sur la transformation du coton sur place. Voilà. Donc ce que nous faisons là, ce n'est pas que de la théorie. Et ça ne reste pas théorique. Ce que nous produisons, eh bien, ça influence la politique, n'est-ce pas, de tous les jours. Cela étant, il y a un lien nécessairement, puisque c'est un ministère qui est dédié à la réflexion. C'est un ministère qui est dédié à la réflexion. Et il y a un lien entre la théorie et la réflexion. Pour par exemple diagnostiquer quelque chose, quand un problème se pose, il faut que vous mettiez une grille de lecture sur cette chose-là. C'est la théorie. Mais oui, pour pouvoir par exemple faire des prescriptions, il faut par rapport au mal que vous avez identifié, mettre une grille. C'est la théorie. Donc nous ne pouvons pas dire qu'on ne fait pas la théorie. On utilise la théorie, mais on ne s'arrête pas, n'est-ce pas, au niveau de la théorie. Pour finir, vous avez vu le président Compaoré a lancé la politique de mécanisation. C'était à Bobo. À Samadini. Non, c'était à Bobo. Non, mécanisation de l'agriculture, en donnant un certain nombre de charrues aux femmes, etc. Mais ça, ça se poursuit. J'ai vu par exemple qu'actuellement, bon, c'est maintenant des tracteurs qu'on donne, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'est le résultat d'une de nos propositions. Voilà. Donc, on ne faisait pas que la théorie. Et mais professeur, 2010, en tout cas, votre poste de ministre chargé, en tout cas à partir d'avril 2010, donc, vous n'êtes plus ministre. On a l'impression que ce ministère, par la même occasion, a un peu disparu du gouvernement dans l'architecture. Pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est un manque ou est-ce que, au regard en tout cas de l'expérience que vous avez vécue dans le gouvernement de 2007 à 2010 en tant que ministre chargé de la prospective, est-ce que pour vous aujourd'hui c'est quelque chose vers quoi il faut revenir? Non, pour moi c'est pas quelque chose vers quoi il faut revenir. On n'a pas besoin d'un ministère de la prospective pour faire la prospective. La prospective, c'est d'abord un état d'esprit. Donc chacun, à son niveau, peut faire la prospective. Vous voyez, dans les pays développés là, ils font en permanence de la prospective. Mais il n'y a pas de ministère de la prospective. Au sein de la télévision nationale, vous pouvez faire la prospective. On le fait. Bah voilà. Donc on n'a pas besoin d'un ministère pour ça.
Mais le fait d'avoir créé un ministère de la prospective n'a pas été inutile, puisque ça a amené les gens à intégrer la prospective maintenant dans les organigrammes des ministères. Donc, on n'a pas besoin d'un ministère de la prospective. Professeur, on va évoquer votre spécialité, la monnaie. Vous êtes l'un des spécialistes dont, en tout cas, la voix fait autorité au-delà du Burkina. Aujourd'hui, dans l'actualité, en tout cas, il y a une question majeure qui alimente tous les débats. C'est bien sûr l'arrivée annoncée de l'éco comme monnaie pour nos pays, les pays de l'UEMOA, mais aussi de la CEDEAO. Pour commencer déjà, parlons du CFA même en tant que tel. On voit des manifestations par-ci, par-là, contre le franc CFA, des structures de la société civile qui naissent spécialement donc, pour combattre donc cette monnaie considérée comme en tout cas une survivance de la période coloniale. Au-delà du rélan néocolonial, quel est le problème avec le CFA, professeur? Bon, ne pas faire la politique, sinon j'allais dire que bon, il y a un lien entre le caractère néocolonial et le franc CFA, tout ça c'est lié. Le problème du franc CFA, c'est qu'il met en place des économies qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire ça met en place des économies qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et ça, ce n'est pas profitable aux économies elles-mêmes. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est trop forte peut-être pour nos États? Elle est trop forte, sa valeur est surévaluée. Et quand je dis qu'elle est surévaluée, il y a des indicateurs économiques. Je ne sais pas s'il faut entrer dans les aspects techniques parce que je ne sais pas si les téléspectateurs vont comprendre. Sinon, on peut montrer, puisque la balance des paiements des pays pris dans leur ensemble est structurellement déficitaire, donc si la monnaie devait fluctuer, sa valeur devait baisser. Ça ne baisse pas parce que la France nous permet de maintenir. Donc on vit au-dessus de nos moyens. La monnaie est surévaluée et ça ne profite pas aux économies elles-mêmes. Ça ne profite pas à la création d'activités, ça ne profite pas à l'emploi. C'est ça le fond du problème du franc CFA. La solution aujourd'hui envisagée, c'est l'éco. Mais même là, certains mettent un bémol, certains estiment que c'est juste un changement de nom dans sa forme actuelle. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, la solution c'est l'éco, mais ce n'est pas cet éco. C'est l'éco avec taux de change flexible. Or, on n'est pas arrivé à l'éco avec taux de change flexible. Donc la solution, ce n'est pas cet éco, c'est l'éco avec taux de change flexible. Aujourd'hui, justement, on a l'impression qu'on a deux échos parce qu'on a vu le sommet d'Abuja avec les pays de la CEDEAO qui ont discuté donc de cette monnaie, qui ont décidé ensemble même de son abréviation, comment on devait donc l'écrire. Et le même jour, le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français annoncent donc pour 2020 l'arrivée de l'écho dans les 8 pays de l'UEMOA. Ça crée quand même une situation où on ne sait plus forcément s'il y a deux échos. En tout cas, beaucoup se posent la question. Quelle est votre lecture de cet état de fait, là, professeur? D'abord, il n'y a aucun écho pour le moment. Tous c'est des projets. Écho tel qu'annoncé par le président français et le président de la Côte d'Ivoire, c'est un projet. Écho CEDEAO, c'est un projet. Donc pour le moment, est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu? Non, je ne suis pas du tout perdu, parce que ce ne sont pas des choses qui ont été conçues ensemble. C'est deux projets différents. C'est projet UEMOA et puis projet CEDEAO. Ce n'est pas un ensemble de pays qui se sont mis ensemble et qui ont mis en place deux systèmes. C'est des pays différents, si je peux ainsi dire, même s'il y a des éléments communs dans la CEDEAO là, qui ont des projets différents. Voilà. Et moi je me dis que l'écho UEMOA, si il n'arrive pas avant l'écho CEDEAO, c'est-à-dire si la CEDEAO crée son écho avant juillet 2020, eh bien l'écho UEMOA va se dissoudre simplement dans l'écho CEDEAO
et puis il n'y a pas de problème. Mais pour nous autres citoyens lambda, là où on est perdu, c'est qu'un pays comme le Burkina fait partie et de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et là où également on est perdu, c'est qu'on a eu l'impression que les présidents ensemble à Abuja ont arrêté quelque chose, et puis subitement on se rend compte qu'à Abidjan également, il y a une autre annonce. Parce que ça quand même, c'est pas une sorte de cacophonie dans la naissance de cette monnaie-là qui risque d'épaissir les zones d'ombre davantage. Non. Supposez par exemple que pour des besoins par exemple de préparation des textes, etc., on arrive à juillet 2020 et que l'écho de la CEDEAO ne soit pas encore mis en place. Alors, donc l'écho UEMOA, lui, se met en place. C'est à peu près le même système que précédemment. Il fonctionne. Si après, l'écho CEDEAO intervient, à mon avis, l'écho UEMOA simplement va se fondre dans l'écho CEDEAO. Je ne dis pas que vraiment, il n'y a même pas de contradiction. Pour vous, il n'y a pas de contradiction? Pour moi, il n'y a pas de contradiction pour le moment. Si CEDEAO arrive avant, l'autre ne vient même pas, puisque les pays qui font partie de l'UEMOA font partie de la CEDEAO. Si ça arrive après, l'autre va se fondre, n'est-ce pas, dans la monnaie CEDEAO. Ce qui est annoncé également, professeur, c'est la fin du dépôt des réserves d'échange en France. Ça également, concrètement, comment il faut comprendre cet aspect-là? Oui, ça c'est un point important. Parce que bon, j'ai entendu beaucoup de gens disent qu'il faut rapatrier les fonds. Ben, ça laisse penser, ou ça fait penser que peut-être qu'on va aller chercher nos réserves là-bas et puis on vient mettre à Dakar ou bien à Ouagadougou, à Abidjan ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. En fait, la réalité là, avant simplement, c'est que si nous avons par exemple 100 en devises, mettons par exemple en dollars, nous devions vendre 50 à la France, qui nous donne l'équivalent, n'est-ce pas, en euros. Donc nous avons un compte en euros et un compte en dollars. Mais les deux comptes nous appartiennent, ça nous appartient. Et donc nous pouvons, par exemple de Dakar, donner des ordres à ceux qui gèrent les comptes là, en l'occurrence le Trésor français, pour que bon, ils exécutent des dépenses que nous souhaitons exécuter. Donc ça nous appartient. Maintenant là, quand on va recevoir 100 en devises, mettons en dollars, mais ça va rester 100 en dollars. Donc ça va s'ajouter au compte en dollars là où on les détenait. Mais le fait de les détenir là-bas, est-ce que ça ne profite pas à la France? Mais le fait de... Mais si vous allez les détenir où? Monsieur le Drago, supposez par exemple, vous dites, l'argent que j'ai dans ma banque profite à ma banque. C'est aussi simple que ça. L'argent que j'ai à ma banque profite à ma banque. Et pour cela, je vais aller prendre l'argent et venir poser chez moi. C'est exactement comme ça. Donc, ce qui change, c'est qu'on n'est plus obligé de le faire là-bas. Non, ce qui change, c'est qu'on n'est plus obligé de vendre les 50% de dollars à la France, n'est-ce pas? Mais on va déposer ces dollars-là quelque part dans un compte. Ça peut être dans le Trésor français, ça peut être à la Banque d'Angleterre, ça peut être à la Banque centrale américaine, ça peut être dans une autre institution, mais la BCAO ne va pas aller retirer ça, venir mettre dans une banque sur place ici. Okay. Et la banque, si elle la prend là, elle va faire quoi? Supposez par exemple qu'on prenne ça, qu'on vienne mettre par exemple, supposez à la BCA. La BCA prend par exemple des milliards de dollars, elle va faire quoi? Vous pensez qu'elle va garder les dollars comme ça, à la BCA, comme ça, dans un coffre? Mais elle va prendre, aller mettre dans un compte quelque part, peut-être que nous ne voyons pas, etc. Mais c'est comme ça. La parité fixe, vous estimez qu'il faut plutôt, en tout cas, une monnaie flexible? Mais à l'état actuel des choses, ce qui est annoncé, c'est une parité fixe avec l'euro plutôt. Ça, c'est pas un problème avec l'euro? Je le comprends. Je comprends. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, si on devait aller comme ça là, on devait aller tout de suite au flexible. Parce que maintenant, on a donné l'information aux gens que le flexible va venir, soit en juillet prochain, soit après. Et du coup, ceux qui
qui sont informés et qui connaissent, ils savent qu'il y aura une dépréciation de l'écho. C'est comme s'il y aura une dévaluation. Et quand il y a une dévaluation, si vous détenez la monnaie nationale, bien entendu, vous perdez. En termes de monnaie, équivalent monnaie étrangère que vous pouvez avoir. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre argent pour ne pas attendre que ça perde de la valeur. Donc, ce à quoi on va assister actuellement, eh bien, c'est qu'il y aura des sorties de devises. Si on avait l'information, vous allez voir, il va y avoir tout de suite des factures qui vont justifier des sorties de devises. Donc, ce qu'on a comme devise là, ça va partir. Vous voyez, mais je comprends. Pourquoi je dis que je comprends? Parce que ça va permettre, par exemple, aux entreprises françaises, si on maintient, puisqu'elles savent que la dépréciation, si on maintient fixe pour le mois, ça permet à toutes les entreprises qui ont de l'argent qu'elles peuvent rapatrier, de rapatrier avant, bien sûr, que la dépréciation n'arrive. Mais à terme, notre intérêt, c'est la flexibilité. Mais oui, c'est la flexibilité. Il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la France continue de garantir la monnaie, notamment l'écho qui va venir. Oui. Est-ce que ce n'est pas une forme de connexion toujours? Parce que ce que les gens ont souhaité, ce n'est pas seulement l'arrivée d'une nouvelle monnaie, c'est justement de s'affranchir, justement de couper ce lien ombilical avec le pays, l'ex-colonie, l'ex-colonisateur, disons. Mais oui, mais ça se comprend, puisque en faisant ainsi, la France permet à ces entreprises d'avoir suffisamment de temps pour mettre leurs capitaux à l'abri. C'est ça, c'est ce que attend la France. Oui, donc si je maintiens fixe, mes entreprises qui sont installées ici, elles savent qu'il y aura la dépréciation. Eh bien, elles rapatrient leurs capitaux, etc. Donc, ça sert à mes entreprises. C'est ça qui fait qu'elles acceptent de... C'est un jeu d'intérêt. Mais oui. Professeur, la question de l'UTS aujourd'hui, qui alimente également les débats, l'impôt unique sur le traitement des salaires. Le gouvernement, en tout cas dans le budget 2020, projette de l'élargir aux primes et indemnités des agents publics. Sinon, il existe déjà donc pour les agents du privé. Du côté des syndicats, en tout cas, on est vent debout. On estime que c'est une manière encore de ponctionner le pouvoir d'achat du fonctionnaire. Quelle est la lecture que vous en faites? Ah, bon, ça, j'ai pas vraiment de point de vue comme ça. Moi, ce que je constate, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut payer l'impôt et tout le monde est d'accord que s'il faut faire des efforts, il faut faire des efforts. Je pense que le problème qui est posé, c'est un problème d'équité, non? C'est un problème d'équité parce qu'au niveau du gouvernement, on estime que le secteur privé paye déjà cet impôt. Le prélèvement est déjà fait sur les primes et indemnités au niveau du privé. On estime qu'aujourd'hui, ce ne serait que justice que les agents publics également, en tout cas, se voient imposer sur ces indemnités-là. Mais je crois que les agents ne refusent pas qu'on impose. C'est le seuil à partir duquel il faut imposer. Là. Je pense que c'est là qu'il y a le... Je crois qu'au niveau de l'UAS, il n'est même pas question. L'UAS réclame plutôt même la suppression de l'UTS dans le privé. C'est ça aujourd'hui le débat, parce que au moment où l'UAS revendiquait la suppression de l'UTS sur les agents privés, eh bien l'équité se fait plutôt autrement en imposant tout le monde. Moi je pense que normalement tout revenu devrait être imposé. En tant qu'économiste, je ne comprends pas, par exemple, à moins que ce soit les revenus des pauvres, les gens qui sont extrêmement pauvres, les bas revenus, etc. Sinon, normalement, tous les revenus devraient être imposés. Il faut qu'on aille vers ça pour qu'on puisse avoir les ressources aussi pour faire face à nos besoins de financement. Mais est-ce que ce n'est pas trop, professeur? Il y a déjà eu des taxes sur les véhicules, il y a eu les plaques qu'il faut changer. Voilà, tout cela est vécu comme un acharnement de la part des citoyens. Est-ce qu'on risque pas de tuer aussi la poule aux œufs d'or en imposant, en martelant en tout cas à coup d'impôt?
Bon, je ne voudrais pas vraiment défendre la position du gouvernement parce que je ne suis pas au gouvernement. Je pense que le principe de l'impôt est accepté par tout le monde. Bon, maintenant, il faut trouver un juste milieu pour que ça n'appauvrisse pas les gens. Normalement, tout le monde doit payer. Oui, tout le monde doit payer. Et puis moi, je pense d'ailleurs même qu'il y a d'autres problèmes aussi au niveau des impôts. Parce que finalement, ce sont les travailleurs dont les revenus peuvent être facilement servis, c'est eux qui payent. Mais par exemple, il y a des gens qui sont plus riches, qui sont dans le secteur informel. Le secteur informel n'est pratiquement pas imposé. Et ce que gagne par exemple un commerçant du secteur informel, ça n'a rien à voir avec ce que gagne par exemple un enseignant. Donc il faut, ou un fonctionnaire. Donc il faut faire l'effort par exemple pour véritablement faire un système d'imposition équitable, voilà, et que tout le monde paye. Si vous arrivez par exemple dans les pays développés, vous allez voir, personne n'échappe à l'impôt. Et là-bas, ce qu'on constate, par exemple, c'est que quand vous êtes employeur, votre taux d'imposition est inférieur, par exemple, à celui qui n'est pas employeur. Mais ici, je vois, par exemple, que c'est le privé formel là, qui paye, par exemple, plus cher que les autres. Que le secteur voilà, donc, il faut faire une réflexion plus large. Je pense que si les uns et les autres voient que c'est juste, que c'est équitable, personne ne va s'opposer à ça. Professeur, cette semaine a été marquée également par cette explosion dans une école franco-arabe dans les quartiers nord de la capitale, notamment à Marcoussis, si je ne m'abuse. Une grenade, semble-t-il, qui aurait explosé donc dans une salle de classe, faisant 4 blessés, dont 2 graves parmi les élèves. Est-ce que vous posez les mêmes questions? Parce qu'une grenade qui se trouve dans une salle de classe, aujourd'hui c'est ça le débat qui s'est posé et on attend que les enquêtes puissent peut-être nous situer. Mais déjà, quelle est la lecture que vous faites de cela? J'ai cru comprendre en lisant la presse que l'autorité ministérielle dit qu'il ne s'agit pas d'une grenade. Donc pour le moment, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça pose un problème. Un engin explosif dans le cadre d'une école, et ça cause problème. Mais bon, il faut être réaliste et puis voir les choses en face. Nous sommes dans un pays où c'est difficile. On n'a pas les moyens de pouvoir, par exemple, prévenir toutes ces choses-là, de pouvoir, par exemple, après coup, quand ça arrive, par exemple, parce qu'on a des vidéos surveillance ou quelque chose comme ça, pouvoir remonter la chaîne et puis arrêter les gens, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Donc, on a peur. C'est un sentiment de peur. Il n'y a pas de solution. Je ne peux pas dire qu'on a fait suffisamment, on n'en a pas fait suffisamment. C'est difficile. On est maintenant dans ce contexte. Là, on va vivre dans la peur comme ça, en espérant que, bon, les choses finissent par... Voilà. En tout cas, actuellement, professeur, au-delà donc de cet incident de Marcoussis, dont on attend encore d'en savoir davantage, voilà. Il y a eu donc ces dernières semaines la montée en puissance des forces armées nationales qui ont réussi à engranger un certain nombre de résultats positifs. Il y a eu donc Pisila. Au-delà de Pisila, il y a eu également Tueni et bien d'autres exemples qu'on peut citer. Est-ce que tout cela vous donne aujourd'hui le sentiment qu'on est en train d'inverser la tendance, disons? Parce que pendant longtemps, c'était plutôt le contraire. Oui, moi j'ai aussi ce sentiment-là que la situation est en train de s'inverser en faveur des forces de défense et de sécurité. La preuve, c'est qu'avant, par exemple, il y avait beaucoup plus fréquemment des attaques contre les forces de sécurité. Maintenant, quand même, il y en a de moins en moins. Et j'ai l'impression que... On a l'impression qu'on est passé aussi à l'offensive. Oui, il y a ça. Et puis j'ai l'impression aussi que, comme ils ne peuvent plus s'attaquer frontalement aux forces de défense et de sécurité, c'est malheureusement les civils, n'est-ce pas, qui sont... Il y a eu 31 femmes qui ont été tuées à Arbinda, 14 élèves qui ont perdu la vie dans la boucle du Moun. Le véhicule a sauté sur un agent explosif. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est la preuve qu'aujourd'hui, nous sommes face à des hommes aux abois, peut-être qui s'attaquent à des cibles, disons, molles? Effectivement, c'est ça. Et donc, ce que nous autres, les civils, nous pouvons faire, c'est peut-être être derrière nos forces de défense et de sécurité, les encourager, n'est-ce pas,
et puis collaborer aussi pour ceux qui sont sur le terrain, pour qu'ils aient le moral et puis le courage pour continuer d'affronter ces choses-là. Moi j'ai l'impression qu'effectivement on est en train de gagner. Professeur, vous êtes économiste, je vais vous poser cette question. Malgré donc ce contexte difficile, ce qu'on a remarqué, c'est que sur le plan des résultats économiques, le Burkina Faso reste en tout cas parmi, dans le peloton de tête, disons, dans la sous-région et dans l'UEMOA. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette résilience-là? Le peloton de tête de quoi? En termes de chiffres, les chiffres en termes de croissance économique, en tout cas dans les pays de l'UEMOA. Je crois que nous faisons partie en tout cas des 6 ou des 7 premiers de la CEDEAO. Alors que notre pays a subi quand même... les 7 pays de la CEDEAO on a 14. Et moi, je ne sais pas quel rang nous occupons. Je n'ai pas le rang exact, voilà. Mais nous avons... La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je crois qu'on est à 6, pratiquement 6% de croissance. Beaucoup estiment que dans ce contexte difficile-là, c'est une grande prouesse. Oui, c'est une... En tout cas, si les 6% sont confirmés, c'est bien. Il faut voir maintenant les secteurs porteurs de cette croissance. Si c'est le commerce, il va de soi que bon, ça ce n'est pas la croissance la plus souhaitée. Si c'est l'agriculture, c'est bien, sauf que nous avons une agriculture qui dépend des conditions pluviométriques. Donc si la pluviométrie n'est pas bonne, on risque de chuter. Je pense qu'il faut travailler à ce que nous ayons une économie de transformation, c'est tout ça. Donc il ne faut pas s'arrêter au taux en tant que tel. Il faut voir l'origine, n'est-ce pas, de ce taux de croissance-là. Cette semaine a été marquée par la pénurie de gaz, des foyers qui ont du mal donc en tout cas avoir le précieux gaz pour donc la cuisine. Et, professeur, chaque fois ça relance la question du monopole de la Sonabi. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui estiment qu'aujourd'hui il faut briser ce monopole? Non seulement je la partage, mais je me suis déjà exprimé sur ça et j'ai dit qu'il faut lever le monopole effectivement de la Sonabi. Le problème du gaz, ce n'est pas un problème nouveau. C'est une vieille histoire. Depuis peut-être une trentaine d'années, il y a la pénurie de gaz. C'est dû au fait effectivement du monopole. C'est dû au monopole qu'on a conféré à la Sonabi et puis à la société Total à l'époque qui avait le monopole de produire le gaz. J'ai été content quand lors de la transition, j'ai appris qu'on allait ouvrir le gaz là, à d'autres sociétés. Et puis tout de suite, mon joie est retombé parce que j'apprends un peu plus tard qu'on va donner l'autorisation à 2 autres sociétés. C'est ça, voilà, ce qui fait qu'on a eu Sodigaz et puis Oryx Gaz. Non? Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est les 2 sociétés ou les 3 sociétés qui font l'affaire du Burkina? Pourquoi on n'ouvre pas à autant de sociétés qu'il pourrait en avoir? Qu'est-ce qui empêche ça? C'est ça aussi le problème du Burkina, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre des décisions franches pour résoudre les problèmes-là, pour de bon. Donc pour moi, effectivement, la pénurie de gaz, c'est dû au marché, c'est-à-dire que l'offre est inférieure à la demande. Et quand l'offre est inférieure à la demande, on assiste à des files d'attente. Mais j'allais vous dire que le problème, ce n'est pas seulement le problème du gaz. Hein. J'inviterai la télévision nationale à aller dans les agences bancaires et à filmer. Vous allez voir les files d'attente qu'il y a dans les agences bancaires, c'est plus que les files d'attente dans les points de vente du gaz. Et pourquoi? Parce que l'offre est inférieure, bien entendu, à la demande. Et il y a une pression, donc les gens sont obligés, bien sûr, de s'habiller et ils payent plus cher que s'il y avait beaucoup plus d'offres. Donc pour qu'il y ait de l'offre là, il faut qu'on libéralise, qu'on lève toutes les barrières à l'entrée dans le domaine du gaz, dans le domaine de l'électricité et dans le domaine bien sûr financier. Si on fait ça là, eh bien vous allez voir,
nous allons avoir non pas 6% de croissance, peut-être qu'on va avoir 12% de croissance. Professeur, pour finir, on a tous assisté cette semaine à l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis qui ont donc éliminé l'un des généraux, en tout cas les plus populaires de l'Iran, qui était donc l'un des patrons, en tout cas de l'armée iranienne. La riposte de l'Iran qui a tiré également des missiles sur des cibles en Irak, des camps qui abritent des soldats américains. En tout cas, les Américains ont estimé qu'aucune victime n'est à signaler. Mais cette escalade-là a fait craindre, en tout cas le pire, pour pratiquement la planète entière. Vous, quel est le regard que vous avez sur ce conflit-là? C'est un conflit qui relève du domaine de la géopolitique et de la géostratégie. Je pense qu'un individu comme vous et moi, je ne sais pas quelle peut être la pertinence d'un avis. Ce que j'ai ressenti, c'est... Mais le risque est grand. Nous, du Burkina, ici, quand nous regardons, on a l'impression qu'on est loin. Mais pour peu que, par exemple, le prix du pétrole flamme, il est clair que nous allons tous subir les conséquences. Oui, bien sûr, nous sommes concernés. Donc j'ai été habité par le même sentiment de forte crainte que vous, quand j'ai appris que la tension montait entre le général, voilà, c'est ça. Les gardiens de la révolution. Voilà, c'est ça. Bon, mais cela étant, c'est un conflit de géostratégie. Donc nous autres, on ne peut pas dire, ouais, voilà, telle personne. Est-ce que vous pensez que les deux pays peuvent franchir le Rubicon? Parce qu'on a l'impression que, comme vous le dites, c'est de la géopolitique et de les intérêts, mais on se garde de franchir le Rubicon. On a tout de suite vu que le président américain a calmé le jeu. C'était pareil également du côté de Téhéran. Je pense que personne n'a intérêt à des conflits d'envergure. Même les conflits, personne n'a intérêt. Peut-être que c'est malgré eux et les autres sont amenés à ne pas s'entendre et à s'affronter. Mais au jour d'aujourd'hui, si les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran, ça va avoir des répercussions négatives sur les États-Unis et sur l'Iran. Si l'Iran provoque les États-Unis qui a guerre, ça ne va pas profiter à l'Iran. Donc je me dis que personne n'a intérêt à ça. Et j'ai eu vraiment un grand soulagement quand j'ai appris que l'Iran a réagi et que les États-Unis ont dit que bon, voilà, ils ne vont pas aller plus loin, n'est-ce pas? Donc je me dis que peut-être... On va rester là. Voilà, c'est ça. Professeur, merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité de ce jour était donc le professeur Jacques Gueda Ouedraogo, qui est donc enseignant, chercheur à l'université Ouagadougou. Merci à vous qui nous avez suivis et on vous donne rendez-vous le dimanche prochain avec un autre invité.